Bon mercredi 24 novembre à tous, Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Bienvenue à l'épisode 74 déjà du balado du centre-ville. Aujourd'hui, on va recevoir pour toute l'émission Charles Dubé-Bray. D'abord, Max Boudreau, comment ça va? Bah, 2 enfants qui ont le nez qui coule, qui toussent, Ah, donc on connaît les règlements de la garderie. Je pense que tu vis dedans en ce moment aussi. présentement, ouais, De la joie moment et présent. l'allégresse, ma conjointe est en train de faire des tours de quartier dans l'auto pour pas que les enfants dérangent pendant le balado, donc vive la COVID. Ouais, ça ressemble pas mal à ce que ma femme fait présentement. La garderie nous a appelés ce matin. On doit aller chercher notre petit garçon. Donc, ben voilà, mais bonne nouvelle, on va avoir du plaisir assurément au balado du centre-ville. Max, tout d'abord, j'aimerais revenir sur une situation avant de parler de la NBA, parce qu'encore une fois, il s'est passé un paquet de choses dans la NBA. J'aimerais te parler d'un courriel qu'on a reçu vendredi dernier, très intéressant. Un courriel qui venait des Blackjacks d'Ottawa, que je pensais être l'équipe dirigée justement par Charles Dubébret. Mais je vais vous lire Ouais. le courriel, puis vous allez comprendre pourquoi on a presque eu peur pour Charles ou qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Les Blackjacks d'Ottawa de la Ligue élite canadienne de basketball tiendront une conférence de presse au Ottawa Embassy Hotel and Suites pour annoncer l'entraîneur-chef de 2022. Depuis, les Blackjacks annonceront le renouvellement de l'un de leurs principaux partenaires avant la saison 2022. Là, je lis ce communiqué-là et je vois nulle part le nom de Charles Dubébret. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec Charles? Clairement, si je lui envoie un texto, il va me répondre ou il va me répondre sans vraiment me répondre. Là, je me dis, bon, est-ce que Charles va te mettre dehors? Est-ce que Charles, peut-être, va venir à Montréal? Donc là, je Ouais. texte Charles, Ah, la je dis: machine à «Charles», rumeurs a parti, ben, hein. c'est ça. Là, je texte Charles, je dis: «Est-ce qu'il faut que je fasse 1+1? Tu ne reviendras pas à Ottawa, tu vas devenir le coach à Montréal». Il me dit: «Ah ah, tu fais des maths maintenant». Donc, évidemment, il me répond sans vraiment me répondre. Là, je t'envoie un texto par la suite et là, on est 2 à pas comprendre ce qui se passe vraiment. Non, mais il faut savoir que, je pense que tu as tweeté quelque chose, puis là, j'ai vu, je dis: «Alex, qu'est-ce qui se passe avec Ottawa?» Tu as dit: «Je viens de recevoir 2 communiqués de presse». Et là, tu m'as envoyé le mauvais au départ. Je suis comme: «Ben, Charles, il reste. Qu'est-ce que tu m'envoies?» Ça a aucune idée aucun rapport avec le changement d'entraîneur ou nomination d'un nouvel entraîneur. Là, tu dis: «Ah, attends une minute, voici l'autre». Là, je lis la même chose que toi. C'est sûr que quand tu lis un article comme ça, tu essaies de lire entre les lignes. Puis la première chose qu'on a pensé, c'est bon, Charles s'en va ailleurs. Tu sais, pourquoi Ouais. que tu l'annoncerais pas que tu renouvelles? Je pense que les contrats, c'est à chaque année, mais ça a été Mmh. un peu drôle. Là, c'est sûr que la machine à rouleur, tu sais, le cerveau, là, il n'en parle pas gros pour commencer à Ouais. dire ben, peut-être qu'il s'en vient à Montréal. Y a-tu eu une opportunité ailleurs? Je sais que entre-temps qu'on s'est reparlé, il y a la chance d'aller sur le staff avec l'équipe d'Edmonton là, pour le championnat de l'Amérique du Nord. Pour finalement que, Ouais. écoute, on Lundi. décide que Charles revient à, à Ottawa lundi. Donc, et ça tombe bien qu'on l'a avec nous. Je suis sûr qu'il va nous poser Ouais. quelques anecdotes là-dessus. Mais on a, on- j'ai eu peur pour toi, mon Charles. Je t'ai donné plein de destinations possibles, mais finalement, je pense que tu es bien. Puis je pense que ça a bien été l'année passée à Ottawa. Donc, ils t'ont re-signé pour un an. Ben bon, on va accueillir maintenant l'entraîneur officiel en 2022 des Blackjacks d'Ottawa, Charles Dubébret. Charles, félicitations encore une fois pour avoir conservé ton emploi finalement. Très, très heureux que tu aies la chance de te faire valoir pour une deuxième saison à la tête des Blackjacks. Mais écoute, pour citer François Pérusse, qu'est-ce qui se passe? J'avais juste 2 mots à me demander finalement. Mais non, en fait, c'est sûr que ça a créé certaines rumeurs. Mais bon, moi, je savais depuis un certain temps, là, on s'était entendu très rapidement avec la direction des Blackjacks sur le fait que je revienne. Mais bon, quand même, il y avait un timing à respecter par rapport aussi aux annonces
et au fonctionnement de la Champions League des Amériques dont tu parlais, Max, où donc on va représenter le Canada contre les équipes du Brésil, Argentine, Chili, Nicaragua, Porto Rico et Uruguay. Donc voilà, c'est les pays qui sont impliqués cette année, qui est une équipe en réalité de CBL où on joue sous l'égide de l'équipe championne parce que c'est ça les règles, mais en réalité, comme nous, on est une ligue estivale, il n'y a pas officiellement d'équipe en ce moment, donc on l'a créé pour ça, puis on a créé un staff aussi où moi j'ai été sélectionné pour en faire partie. Donc il y avait, disons, un certain timing à respecter pour que les gens comprennent un peu que oui, je vais participer avec l'équipe CBL qui porte le nom des Stingers d'Edmonton, mais que je vais revenir comme entraîneur-chef des Blackjacks. Donc ces deux annonces-là devaient se faire en 2 semaines subséquentes et les fouineurs que vous êtes ont tenté de lire entre les lignes pendant quelques jours, ce qui a mené, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, parce qu'il y a des journalistes qui m'ont contacté, qui croyaient justement faire des mathématiques comme toi, Alexandre, puis dire, bon, ben, si on pense que c'est un nouvel entraîneur à Ottawa, ça veut dire que Charles s'en va quelque part voulant peut-être dire Montréal, mais avec tout le respect que j'ai pour l'organisation de Montréal, pour moi, c'était clair que je voulais revenir à Ottawa avec l'organisation de qualité qu'on a en place là-bas. Messieurs, vous vous souvenez, mais en fait, Max s'en souviendra, Charles, si tu nous écoutes aussi, s'en souviendra. J'ai comparé la NBA il y a 2 semaines à The Real Housewives, ou une autre émission de télé-réalité qui carbure au drame. Et bien là, encore une fois, cette semaine, une toute nouvelle édition. D'ailleurs, là, je pense qu'il faudrait trouver un nom, un titre à cette chronique drama du côté de la NBA. On vous invite d'ailleurs à nous envoyer par Twitter, Facebook, peu importe vos suggestions. Bon, pour ceux qui vivent sous une roche, dimanche dernier, donc le 21 novembre, match entre les Lakers et les Pistons avec un peu plus de 9 minutes à faire au 3e quart. Jeremy Grant à la ligne des lancers francs. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il le rate et au rebond, on se bat pour la position Isaiah Stewart et LeBron James. LeBron James, en voulant se départir de l'emprise de Stewart, envoie, je dirais pas un coup de poing au visage parce que c'est pas mal une main ouverte là, finalement. Ça pour dire, frappe Stewart au visage, Stewart saigne, Stewart est vraiment pas content. Et là, s'en va dans la face de LeBron pour lui dire vraiment qu'il n'est pas heureux de la situation. Et là, on pense, bon, peut-être que ça va finir là. Les deux hommes n'en viennent pas au coup, mais quand même, on voit que Stewart est très mécontent. Et là, je pense que Stewart commence à réaliser à quel point il saigne du visage. Et là, il veut s'en prendre une deuxième fois à LeBron. Court après LeBron, pousse des coéquipiers, pousse un officier, pousse tout le monde finalement pour essayer de se rendre jusqu'à LeBron James. Essaiera une troisième fois, ultimement, a vraiment perdu la carte. Ultimement, Stewart suspendu pour 2 matchs, LeBron pour 1 match, c'était le match d'hier entre les Knicks et les Lakers. Et ce qui est particulièrement drôle, peut-être comique là, ou amusant, c'est que l'annonceur maison, assez rapidement, et on l'entend là, demande aux spectateurs de ne pas sauter sur le terrain. Pourquoi? Mais parce qu'à Détroit, on parle par expérience avec Malice at the Palace, mais qui était survenu il y a presque 17 ans, jour pour jour. Messieurs, ma question à vous deux, là, elle est simple. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation complètement folle entre Stewart qui a perdu de la carte, mais LeBron James qui est allé d'un coup? C'est difficile de juger les intentions, mais je veux dire, c'est quand même assez vicieux. Est-ce que la bonne décision a été rendue? Donc, 2 matchs à Stewart et 1 match à LeBron James. Pour moi, oui. Je pense que les deux méritent d'être suspendus, puis Stewart plus lourdement que LeBron James, parce que, je veux dire, LeBron, bon, il mérite d'être suspendu un match pour ce qu'il a fait. Comme tu le dis, c'est dur de déterminer. Moi, je pense pas qu'il voulait le frapper au visage. Je pense qu'il y avait comme une certaine intention de donner un coup, entre guillemets. Mais de le boxer out, finalement, mais... Oui, c'est ça. Puis il l'a fait d'une mauvaise façon. Mais je pense pas que quand il a fait le geste, il s'est dit je vais y en mettre un en face pour qu'il saigne. LeBron, de toute façon, je veux dire, à un moment donné, quand tu es rendu que tu as joué 19 saisons dans la Ligue puis que tu es le 3e de l'histoire au nombre de minutes, je veux dire, s'il était si vicieux que ça, on le saurait. C'est pas aujourd'hui que ça sortirait. Fait que, je pense que pour son geste, je dirais, un peu déplacé, il mérite un match de suspension. Puis Isaiah Stewart, c'est lui qui crée tout cet émoi-là, puis son non-contrôle de ses émotions. Ben écoute, en NBA, il n'y a aucune tolérance là-dessus. Là, on n'est pas dans la Ligue nationale de hockey où tu peux donner des coups de poing pendant 2 minutes à quelqu'un puis revenir au jeu 5 minutes après. Là, c'est, NBA, tu essayes de donner un coup de poing à quelqu'un, tu es suspendu, même si tu ne l'as pas touché. Fait que, non, je pense que la bonne décision est rendue puis qu'il faut vite passer à autre chose. C'est une tempête dans un verre d'eau un peu, à mon avis.
Mais ça reste du très bon drama, encore une fois, pour la C'est télé-réalité ça. qu'est la NBA. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a regardé les matchs des Pistons cette année, puis là, whoop, on a regardé la fin de match, mais je pense que la situation a escaladé lorsque Stewart a réalisé qu'il saignait. Parce qu'au début, c'était un coup. Écoute, des coups comme ça, là, j'en ai mangé toute ma carrière, là, surtout quand tu vas pour un box-out. Veux pas, les bras ont parti de ton corps, tu es un peu plus grand, tu frappes le visage de quelqu'un d'autre sans vraiment vouloir le faire. Moi, je pense pas que c'est un coup vicieux, mais je pense que tout a escaladé lorsque Stewart a goûté son sang ou a vu le sang saigner, parce que tu as vu qu'il s'est calmé, puis après ça, oups, ça a reparti, puis il est allé pour LeBron. Mais comme Charles dit, c'est une tempête dans un verre d'eau. Les actions ont été prises. Stewart est suspendu 2 matchs. LeBron a un match hier. Malheureusement, les Lakers ont perdu à New York, mais je pense que on to the next one, comme on pourrait dire. Là. Écoute, il n'y a jamais une semaine quand il n'y a pas de drame dans la NBA. C'est juste que Non. là, c'était LeBron James, puis là, whoop, il y avait un petit peu de sang. Donc, est-ce que c'est un peu plus grave que ça? Bah, c'est juste que les gens en ont parlé, nous, on en parle, mais on pourrait passer à autre chose. Là. C'est un jeu qui peut arriver tellement de fois dans un match de basket. Juste que là, le résultat est que Stewart s'est fait ouvert, puis il commence à saigner. Mais tu sais, moi, ce qui me plairait quand même, c'est les gens qui commentent et qui disent Ah, LeBron James, c'est un peu heureux, il s'est caché. LeBron James a rien à gagner de cette situation-là. Absolument rien. 4 titres, un des top 5 meilleurs joueurs. Et voilà, encore une fois, je passe Alex, on vient de te perdre. Donc, si je On va continue, finir oui, il la n'y a rien phrase. à gagner. Moi, je trouve, Alex, par contre, t'es sévère avec LeBron quand tu dis que c'est un des top 5 de l'histoire. Tu sais, je pense que c'est. Non, mais c'est parce que, c'est- écoute, moi, je pense qu'il est top 3, probablement, mais ça dépend de chaque personne. Donc, je je veux pas que les gens à la maison, qui voient peut-être LeBron comme un top 6, top 7, top 8, se disent, ben, pourquoi il ne tient pas en compte de mes opinions? Tu as le droit de penser que LeBron, c'est un top 10. Tu n'as pas le droit de penser que c'est un top 15, par exemple, mais top 10, ça ne me dérange pas si tu veux. Je Mais vois c'est. vraiment pas. Je vois vraiment pas comment construire l'argumentation qui est pas top 3. Je vois pas comment la construire, Moi non honnêtement. plus, mais ça appartient à tous et chacun, je pense. Mais je suis On va d'accord en avec parler à toi. Peter. On va en parler à Ah, Peter sur écoute, un autre balado, ça, Charles. même Peter, je pense que Peter le met top 3, assurément. Ah Mais oui, comme je il dis, commence à mettre de l'eau dans son vin, parfait. mais LeBron n'a absolument rien à gagner. Messieurs, on va parler maintenant des Raptors de Toronto. Ce soir, donc mercredi le 24 novembre, les Raptors vont affronter les Grizzlies de Memphis. Et si OG Anunoby est en uniforme, si Yuta Watanabe est en uniforme, pour la première fois, les Raptors vont compter sur une formation complète, donc la première fois de la saison. Il y a 3 semaines, les Raptors avaient une fiche de 6 victoires contre 3 revers. Et là, on se disait, est-ce que cette formation-là, est-ce que cette équipe-là va surprendre? C'était le cas après 9 matchs, mais 21 jours plus tard, avant la rencontre contre les Grizzlies, les Raptors ont une fiche de 8-10. Ils ont perdu 7 de leurs 9 derniers matchs. Et Max, on n'a pas eu le temps d'en parler il y a 2 semaines, mais Pascal Siakam a effectué son retour au jeu le Oui. 7 novembre contre Brooklyn. Depuis son retour, et ça n'a rien à voir, à mon avis, peut-être que je me trompe, peut-être que Charles va avoir une opinion différente, mais je ne pense pas que le retour de Siakam, là, ce soit vraiment le point tournant du début de saison. Là. Les Raptors ont une fiche d'une victoire contre 6 revers. Max, tout d'abord, qu'est-ce que tu penses du retour, en fait, du jeu de Pascal Siakam depuis son retour? Rien à dire contre Pascal. Là. Je pense qu'il est à 7 matchs déjà, 18 points par match. Euh, je j'ai rien à dire contre le jeu particulier de Pascal. C'est plus l'ensemble du jeu des Raptors qui est défectueux en ce moment. Cette équipe-là est supposée être une très bonne équipe défensive et là, on a beaucoup de lacunes. Euh, Tu disais, là, les joueurs, tu as Precious Achiuwa aussi, là, qui est day-to-day, que je disais, là, pour son épaule, donc peut-être qu'il ne jouera pas ce soir. Mais on a peut-être perdu une certaine identité, si je pourrais dire. Depuis le retour à Pascal Siakam, les joueurs ont peut-être commencé la saison, commencé à être à l'aise dans leur rôle. On savait c'était qui le 5 partants qui venait du banc. Là, Pascal vient. Après ça, je pense qu'il y a eu la blessure à Khem Birch. Certains joueurs là, ont moins joué. Mais il faudrait juste peut-être revenir à la base pour les Raptors. Là.
On a des joueurs comme Trent, comme VanVleet qui ont beaucoup de déflexion. Je pense que Trent, aux dernières nouvelles, est encore un des meilleurs dans la ligue. Je n'ai pas vu les stats sur cette catégorie-là. Mais comment je peux dire, faudrait revenir à une certaine identité là, je pense que c'est la défensive là, qui est à revoir dans les dernières semaines là, pour les Raptors. Mais c'est ça, Charles. Max en parle. L'identité des Raptors avant le début de la saison, on s'attendait à ce que ce soit une bonne équipe en défense, mais on se posait la question, c'est la même chose depuis le départ de Kawhi Leonard, essentiellement. Qui va marquer des points pour les Raptors de Toronto? Comment se fait-il que collectivement, on est si mal jugé, je pense que tout le monde est dans le même bateau, comment se fait-il qu'on ait si mal jugé l'identité des Raptors de Toronto, compte tenu des joueurs que Nick Nurse avait sous la main? C'est pas comme si la formation a changé du tout au tout, là. Comment se fait-il qu'une équipe qui était supposée bien défendre soit l'une des 10 pires défenses de la NBA? Comment se fait-il qu'une équipe qui devrait avoir de la difficulté à marquer des points se retrouve comme étant l'une des 10 meilleures attaques de la Ligue? Ouais, ils sont 8e offensivement, puis 21e défensivement. Puis c'est clair que leur lacune défensive, c'est le principal problème. Après, je ne sais pas si c'est une tendance que nous, on a, parce que je sais que dans le monde canadien, voire même montréalais, un peu, on vit et on meurt avec une victoire et une défaite des Canadiens de Montréal. Fait que là, on reproduit ça sur les Raptors. Moi, je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup plus de perspective. Les Raptors, c'est une équipe qui est moyenne, voire légèrement moins bonne que moyenne. Ils étaient prévus à Las Vegas à 37 victoires cette année, donc on leur prédisait une fiche de 37-45. La plupart des observateurs les mettaient 10e. Moi, dans ma prédiction pré-saison, je les ai mis 11e dans la conférence de l'Est. Ben, ils sont 11e dans la conférence de l'Est en ce moment, voire même 12e au jour d'aujourd'hui, mais si les choses vont un peu mieux pendant une semaine ou deux, ils vont grimper 9e, puis si ça va un peu moins bien, ils vont redescendre. Puis je pense qu'il faut regarder ça avec la perspective. Si tu joues à pile ou face, là, puis que quand tu es une équipe qui va gagner à peu près un match sur deux, si tu tires à pile ou face, là, ça va arriver des fois que tu vas gagner, tu vas faire 5 fois pile de suite, puis des fois tu vas faire 5 fois face de suite. Sur un large échantillon, les choses, elles se replacent. Quand les Raptors étaient 6-3, moi, je peux vous le dire tout de suite, je les trouvais pas si bons que ça. Mais là-dedans, tu gagnes une game par 1 à domicile contre le Magic d'Orlando. Puis là, tu es dans une séquence de 5 victoires, alors qu'il n'y a rien d'impressionnant de battre le Magic à domicile par 1. Fait que après ça, soudainement, ben là, tu en perds une coupe de suite parce que ton calendrier devient un petit peu plus difficile. Puis là, tout le monde dit hey, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il gagnait avant. Ben oui, mais des fois, c'est l'oscillation du calendrier. Tu joues des équipes un peu plus faciles, tu joues contre des équipes qui ont des blessés. Mais sur 82 matchs, ça finit par s'équilibrer. Puis d'habitude, c'est pour ça qu'on dit c'est 20 matchs à peu près la vraie évaluation d'une équipe dans la NBA. Donc, on en approche. Les Raptors, on est rendu à 18. Imaginons qu'on gagne un des 2 derniers matchs du voyage. Là, il reste Memphis, Indiana. Ça ferait une fiche de 9-11. Ben, c'est à peu près ce qu'on leur prédisait à travers les experts de la NBA. Puis, moi, je veux dire, la prochaine étape pour les Raptors, le deuxième quart de la saison, les 21 prochains matchs après la fin de leur voyage actuel. 17 de ces 21 matchs-là sont à Toronto. 17 sur 21, c'est énorme. C'est là qu'il va falloir que les Raptors, s'ils veulent espérer se qualifier pour le play-in, qu'ils fassent vraiment un gros pas vers l'avant, particulièrement au niveau défensif, parce que après ça, au mois de janvier, et quand ils vont être rendus à mi-saison, je regardais leur calendrier, ils vont avoir joué 25 matchs à domicile, seulement 16 à l'extérieur. Ce qui veut dire que la deuxième moitié de saison, beaucoup plus de matchs à l'extérieur, beaucoup plus d'adversaires coriaces. Donc, et là, je le prévois tout de suite. Ils vont gagner des matchs en décembre. Tout le monde va dire ah, les Raptors se sont replacés. Ils vont en perdre en janvier. Ils vont dire ben là, qu'est-ce qui se passe avec les Raptors? Les Raptors, c'est une équipe qui est construite pour gagner dans 2 ou 3 ans, quand Scottie Barnes va être à maturité, quand Anunoby va avoir vieilli aussi. Et au jour d'aujourd'hui, on va vivre avec les oscillations de leur calendrier et de leur niveau de performance. Mais au-delà de l'affiche, comment on a pu tous se tromper en assumant que c'était pour être une équipe qui aurait été bonne en défense et qui aurait de la difficulté à marquer des points? Moi, c'est pas tant l'affiche, donc c'est pas tant le combien que le comment qui m'intéresse. Oui, mais dans les 10 premiers matchs, les Raptors étaient top 10 en défense. Ça a démarré quand ils étaient à 6-3. Je pense qu'à ce moment-là, c'était la 6e ou 7e meilleure défensive de la Ligue, si ma mémoire est bonne. Ça s'est beaucoup effondré depuis ce temps-là. Mais en même temps, c'est sûr que
si la moitié des matchs qui ont été joués, c'est sur ton West Coast Swing, où tu joues Utah chez eux, Golden State chez eux, etc., etc. Ils sont allés jouer à Philadelphie, qui à ce moment-là avait la meilleure attaque de l'NBA. Tu sais, ils ont fait... Comme je te dis, ça dépend de la qualité des équipes. Maintenant, oui, c'est décevant de les voir 21e parce qu'on pense qu'ils devraient rester plus haut que ça. Mais ça se joue à peu de choses près. Je vais te prendre un autre exemple. Les Celtics de Boston. Les Celtics, il n'y a pas très longtemps, 2 victoires, 5 défaites. Tatum et Brown, ils ne passent pas la balle. Ils ne sont pas capables de défendre, alors qu'avec des gars comme Smart, Brown, Tatum, Horford, Williams, ils devraient être très bons défensivement. Tu sais, tout le monde disait ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ils ont joué 11 matchs, ils en ont gagné 8 et ils ont la meilleure défense de la NBA dans les 11 derniers matchs. Donc, tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça reste tôt. Les Raptors, à mon avis, vont se replacer défensivement. Je trouve qu'ils ont trop de bons joueurs défensifs pour ne pas être une bonne défensive. Je serais très surpris qu'à la fin de l'année, ils soient 21e, mais je serais aussi surpris qu'ils restent 8e en attaque parce que le point positif à date de la saison des Raptors, c'est qu'offensivement, à peu près tout le monde joue bien. Van Vliet joue bien, Trent joue bien, Anunoby fait un bon début de saison, même si ses pourcentages ne sont pas très bons, mais il est quand même à 20 points de moyenne. Donc, Pascal Siakam, il a une de ses meilleures efficacités en carrière à son retour de blessure. Donc, la plupart des bons joueurs des Raptors jouent bien, mais à un moment donné, quand tes meilleurs joueurs, c'est Van Vliet, Anunoby, tout ça, tu ne fais pas peur à grand monde. Donc, c'est une équipe moyenne. C'est la définition d'une équipe moyenne, les Raptors. Une bonne petite équipe, comme tu nous as dit régulièrement. Qu'est-ce qui est drôle à regarder en regardant les stats, les Raptors sont l'équipe qui, les adversaires tirent le moins souvent sur le plancher. Donc, ils sont premiers dans la ligue pour les field goal attempts against, mais sont 27e pour le pourcentage de réussite en défensive. Donc, c'est comme si on joue super bien, on ne donne pas de points de deuxième chance, les adversaires ne tirent pas beaucoup. Donc, la loi de la moyenne fait si tu ne tires pas beaucoup, tu vas réussir moins de points. Sauf que le pourcentage, ben, c'est le troisième pire. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un ajustement, mais moi, je pense que regardons peut-être après Noël, savoir où on est rendu. C'est sûr que le séjour à domicile va être très déterminant à savoir là, est-ce qu'ils vont se replacer dans la course, dans les 5, 6, 7 peut-être, ou juste rester 10, 11, 12. Moi, je ne les verrais jamais. Excuse-moi, Alex. Ouais, moi, je ne les verrais jamais si haut que ça parce que la conférence de l'Est est bonne, puis avec des équipes qui ont pris un pas en avant, comme je pense aux Wizards, aux Bulls, tout ça. C'est des équipes qui auraient pu être dans la même lutte que les Raptors. Puis là, tu te rends compte après 20 matchs, mais les Bulls puis les Raptors, c'est pas la même équipe. Puis même les Wizards, ça va déjà être compliqué pour les Raptors de rattraper ces équipes-là. Donc, quand je regarde le classement, je me dis, bon, avec les blessures, je pense que Cleveland va redescendre puis que les Raptors vont peut-être les dépasser. Mais c'est pas hors de question que les Pacers qui sont derrière les Raptors dépassent les Raptors. Puis tu regardes les équipes qui sont juste en haut. Atlanta, les Hawks se jouent bien. Exact, puis ils sont replacés, ils ont mal commencé, mais là, ils se replacent. Les Bucks étaient dans cette discussion-là, mais je pense qu'on ne mettrait pas cher sur la peau des Raptors contre les Bucks là, à la fin de la saison. Fait que, ces équipes-là vont grimper. Tu vois, les Celtics qui étaient dans ce paquet d'équipes-là ont commencé à remonter aussi. Puis là, je me dis, si les Raptors, ils grimpent, ils dépassent qui, en fait? Puis à part les Cavaliers, peut-être une autre équipe qui s'effondre un peu, peut-être les Knicks, si ça allait mal, les Hornets, je ne sais pas, mais je ne les vois pas dépasser beaucoup de monde. Au mieux, peut-être une 10e place qui les met de justesse dans le play-in, mais je ne les vois pas vraiment finir plus haut que ça. Présentement, c'est excessivement serré entre la 13e position et la 5e. Et je comprends qu'on a joué en moyenne 17-18 matchs. Il n'y a que 3 matchs de différence entre tout le monde. Mais comme tu le mentionnes, quelle équipe les Raptors vont réussir à dépasser? Parce que là, présentement, les Raptors sont au 12e rang, derrière les Hawks, les Cavaliers. Par la suite, les Sixers sont 9e, les Bucks sont 8e, les Celtics sont 7e, les Knicks 6e, les Hornets 5e, les Wizards 4e, Bulls, Heat et Nets. C'est excessivement difficile pour les Raptors de Toronto, mais malgré tout, on va se croiser les doigts. La saison est encore bien jeune. Messieurs, demain, l'action de grâce américaine, c'est le temps de manger de la dinde et des patates pilées. Je ne sais pas si vous allez vous faire un petit souper de la Thanksgiving américaine. On va assurément regarder du football de la NFL, mais pour l'occasion, pour le Thanksgiving américaine, on a décidé de vous proposer un petit jeu. L'action de grâce, c'est le moment parfait pour être reconnaissant pour les choses positives qui sont dans votre vie présentement et question de demeurer positif. J'aimerais vous demander la raison d'être reconnaissant pour quelques formations de la NBA. On a choisi chacun 2 formations, mais Max Boudreau, j'aimerais que tu nous nommes ta première équipe et la raison pour laquelle cette formation-là doit être reconnaissante.
Écoute, j'ai aucun mérite. Ça a été très facile parce que j'ai été le dernier à choisir, puis vous n'aviez pas choisi les Warriors. Donc, je me suis dit, c'est la meilleure équipe de la Ligue, et c'est sûr que les Warriors sont extrêmement reconnaissants envers Steph Curry en ce moment, euh, qui, après 17 matchs, 18 matchs dans la saison, aurait dit « Ah, Golden State aurait 15 victoires, 2 défaites. Pas moi, puis je pense pas que vous autres non plus. Donc, pour faire ce cours, écoute, je pense que Steph Curry est pas qu'il y a des super meilleures statistiques qu'autrefois, mais Steph Curry est Steph Curry. Puis tu as des joueurs comme Jordan Poole, Draymond Green, tu as même Iguodala qui est sorti des boulamites, qui joue, qui aide beaucoup cette équipe-là. Euh, c'est le fun à voir, puis j'attends juste le retour de Klay Thompson pour voir est-ce que cette équipe-là va passer à un autre niveau, parce que même Andrew Wiggins, notre Canadien, excuse, j'en ai pas parlé, joue très bien aussi pour eux. Donc, ma première équipe, c'est Golden State, qui est reconnaissant pour Curry, mais c'était un choix assez facile. Et simplement pour vous donner une idée à quel point les Warriors sont bons, les Suns de Phoenix ont remporté leurs 13 derniers matchs et malgré ça, ils sont quand même deuxième dans l'Ouest derrière les Warriors de Golden State. Charles, ta première équipe. Ben, tu viens d'en parler, fait qu'on autant commencer avec eux. Les Suns de Phoenix pour M. Chris Paul, parce que c'est une équipe qui, quand on a vu ce qui est sorti sur ESPN il y a quelques semaines avec l'enquête sur Robert Sarver qui est en cours, leur propriétaire, puis bon, sans rentrer dans les détails, mais pour les gens qui n'ont pas suivi, un climat de travail extrêmement toxique avec l'emploi de mots racistes et de sexisme, voire même d'allégations sexuelles envers des femmes qui travaillent pour l'organisation. Donc, tu as quelque chose d'assez horrible, dégueulasse qui se passe là-bas. Et à travers ça, ben, tu as un des meilleurs capitaines de bateau, si je veux l'appeler comme ça, de l'histoire de la NBA, Chris Paul, qui est arrivé là il y a un an, qui a pris une équipe qui n'était pas en séries éliminatoires, sans rien enlever à Devin Booker, à DeAndre Ayton, puis tous les autres joueurs, parce que c'est une équipe qui est bien construite, chaque joueur à sa place, Mikal Bridges, Jay Crowder, etc. Mais Chris Paul arrive là, transforme l'équipe de A à Z, et je pense qu'il faut le louanger là-dessus, parce que Chris Paul est à 37 ans maintenant, mène la NBA aux passes décisives encore cette année. Il est deuxième aux interceptions. Puis je pense que c'est un joueur que, comme il n'a pas gagné de championnat, on le mesure pas à sa juste valeur. Pour moi, Chris Paul, c'est un des 25 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Je pense que c'est même compliqué d'argumenter qu'il n'est pas un des 25 meilleurs joueurs de l'histoire. Il fait partie de cette catégorie de joueurs-là, un peu comme Karl Malone, comme Charles Barkley, qui n'ont pas gagné de championnat, mais que leur carrière est immense des deux côtés du terrain. Tu regardes ses statistiques individuelles, je veux dire, même au niveau des points, alors que ce n'est pas un marqueur à proprement dit, c'est un créateur plus que d'autres choses. Il est rendu au-dessus de 20 000 points. Il va terminer sa carrière peut-être deuxième ou troisième de l'histoire de la NBA au niveau des passes. C'est possiblement, avec Gary Payton, le meilleur meneur de jeu défensif de l'histoire de la Ligue. C'est un joueur qui transforme toutes les équipes où il joue, qui est fait gagner. Puis souvent, c'est comme si on s'attardait sur le fait que « ouais, mais il n'a jamais gagné le championnat ». Bon, si ce n'était pas pour une blessure ou deux avec les Clippers, il aurait potentiellement pu en gagner un. C'est passé à 2 matchs près d'arriver l'année dernière. Donc, on va dire, il est passé proche, c'est pas tout à fait comme gagné, je suis d'accord, c'est pour ça que je ne le mets pas top 10, top 15, bien entendu, mais un CV hallucinant, Chris Paul, et encore une fois, les 13 victoires de suite que tu mentionnais, Alex, donc les Suns, je pense qu'ils peuvent être très reconnaissants parce que sans lui, c'est une équipe qui pourrait rapidement piquer du nez, à mon avis. Et oui, il va peut-être finir deuxième ou troisième, mais disons que John Stockton, un excellent meneur de jeu, ça va être assez difficile de battre ça. Je ne suis pas certain qu'on va voir quelqu'un réussir à battre John Stockton. Messieurs, j'ai mis mon chandail des Knicks parce que je pense que les Knicks doivent être excessivement reconnaissants pour leurs joueurs substituts. Je ne pense pas me tromper en disant que la formation partante, là, je pèse mes mots, est peut-être pas atroce, là, mais connaît un très, très, très vilain début de saison. C'est difficile, très difficile pour Kemba Walker. C'est difficile pour Evan Fournier, sauf dans le match d'hier, qu'on a eu un très bon match contre les Lakers, c'est ça. Julius Randle, heureusement qu'il est là par moment, mais on voit même ses chiffres diminuer, près de 4 points par match en moyenne de moins. Et avant le match contre les Lakers, les joueurs partants des Knicks accordaient 119,9 points par 100 possessions. Si on enlève les dernières minutes qui ne servent à rien d'un match qui est déjà gagné, en bon français, du garbage time, les joueurs substituts font mieux. Marquent en moyenne près de 41 points. Ils sont troisième dans la Ligue. Ça, c'est 16 points de plus que les joueurs substituts des Raptors qui occupent le dernier rang.
Et il y a une formation des joueurs substituts qui fait très bien, entre autres défensivement, l'un des meilleurs 5 défensifs parmi les formations substituts. Rose, Gibson, Burke, Stoppin, Quickly, un net rating de plus 28 avant le match d'hier. Ça les place au 4e rang des formations qui ont joué au moins 50 minutes ensemble cette saison. Comme je dis, défensivement, ils sont impeccables. Mais Tom Thibodeau n'a pas eu peur de mettre sa formation partante sur le banc. Ouais. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et là, on doit se dire, est-ce que l'année dernière, pour les Knicks, c'était un mirage ou c'est simplement qu'on traverse une mauvaise période? Comme on le mentionne depuis le début du balado, il reste encore beaucoup de temps. Plus de 60 matchs pour la majorité des formations. Donc, pour moi, je pense que les Knicks doivent être reconnaissants pour leurs joueurs substituts. Max, ta deuxième formation. On en a glissé un peu un mot. J'ai dit, bon, je vais aller dans l'Est. Dans l'Est, mon premier choix, Charles, tu l'as pris, donc je vais te le laisser par la suite. Mais une belle surprise aussi là, de voir les Bulls de Chicago dans le top 3 dans l'Est. Je pense que l'état-major est reconnaissant envers un certain DeMar DeRozan qu'on connaît bien, qui est, je ne veux pas dire un homme changé, mais je pense que son séjour à San Antonio l'a fait réaliser que c'était plus que juste un marqueur, un tireur de 2 points. Je pense que ces années avec Greg Popovich, on a vu que c'était un bon passeur. Il y a eu presque 6 ou 7 aides par match. Et là, cette année, écoute, je ne sais pas si vous avez vu des matchs de Chicago, mais c'est le fun à les regarder. Oui. C'est spectaculaire. Tu as des joueurs comme, c'est pas, je te dirais, peut-être pas la meilleure équipe défensive, c'est pas la meilleure équipe offensive, mais côté pacing, si on peut dire, là, le statistique pacing sont dans le top 5 de la ligue. Le ballon bouge vite, un joueur comme Lonzo Ball qui pousse la balle, un joueur comme Caruso qui vient du banc, DeRozan, Levine, Vucevic. J'aime bien cette équipe-là, donc je les ai choisis comme deuxième. Euh, Puis je pense que on a fait des bonnes acquisitions dans la saison morte avec Caruso, DeRozan, puis on se souvient qu'on avait été chercher Vucevic à la date limite des transactions l'année passée. Donc, je vais y aller avec les Bulls. Et en même temps, c'est le fun de voir un marché comme Chicago. C'est toujours fun de voir des marchés qui ont eu des années de misère pendant 5-6 années. On connaît tous les belles années de gloire des Bulls dans les années 90. Puis là, de les revoir dans le haut du classement, c'est le fun. Ça crée quelque chose de nouveau. On voit des joueurs que peut-être on a moins vus, comme un Zach LaVine. Je suis sûr que nous, on les connaît, mais les partisans moyens peut-être le connaissaient moins, à part de le voir avec les Timberwolves dans le temps pour les dunk contests. Donc, mon choix va pour les Bulls. Charles, quelle autre équipe doit être reconnaissante? C'est drôle que Max, il voulait choisir mon équipe parce que mon deuxième choix, ça aurait été les Bulls. Et voilà. Par contre, j'aurais mentionné Arturas Karnisovas, leur président, parce que 6 des 7 meilleurs joueurs des Bulls n'étaient pas avec l'équipe il y a un an exactement. Hein. Donc, que ce soit. Il n'y avait que Zach LaVine qui était déjà là. Tous les autres, que ce soit Vucevic, Caruso et compagnie, Lonzo Ball, DeRozan, et même Patrick Williams qui a été repêché l'année dernière, qui est blessé. Donc, les Bulls, super travail de Karnisovas, mais je me suis porté vers un autre dirigeant d'équipe, Tommy Shepard. Donc, les Wizards de Washington, je pense qu'ils peuvent être très reconnaissants pour le travail de Tommy Shepard, qui, je pense que si ça se maintient, devrait gagner le titre de Executive of the Year, là, je ne sais pas comment on le traduit, membre de l'état-major de l'année dans la NBA. Ouais. Mais son échange de l'été dernier, puis qui commence déjà l'année d'avant avec John Wall, qui était un contrat presque inéchangeable. Tu sais, les contrats qui deviennent albatros là, très, très vite. Tu traînes ça. Parlez-en aux Rockets en ce moment. Présentement, les Rockets, tu payes ces gars-là 45, 48, quasiment 50 millions par année pour devenir moins explosif qu'il l'était quand il était jeune. Puis c'est des joueurs qui sont dans la petite zone, là, juste en dessous d'être assez bons pour te gagner un championnat ou d'être dans la discussion, mais qui sont quand même au match des étoiles à chaque année. John Wall, c'est un joueur fantastique, mais tu sais que tu ne gagnes pas un championnat normalement sur les épaules de John Wall. Bref, tu convertis John Wall en Russell Westbrook. Russell Westbrook, pour tout le mal qu'on peut dire de lui, il les a mis sur ses épaules à partir du mois de mars. L'année dernière, il les a traînés jusqu'en séries éliminatoires. À la fin de l'année, tu flippes Russell Westbrook avec 5 choix de deuxième ronde dans le futur et le très renommé Chandler Hutchison. En retour, tu obtiens
Montrezl Harrell, KCP, Kyle Kuzma, Aaron Holiday, Spencer Dinwiddie, même Isaiah Todd, un jeune joueur de 6 pieds 10, 220 livres du G-League Ignite qui a quand même du talent, qui était le 31e choix au repêchage, et un choix de deuxième ronde de San Antonio cette année, qui est une des pires équipes de la Ligue, donc c'est quand même pas loin d'être un choix de première ronde. Fait que tu obtiens tout ça, et en échange, tu te débarrasses des 45 millions par année de Russell Westbrook. Échange fantastique de Shepard qui a redonné beaucoup de vie à cette organisation-là, qui a fait taire beaucoup les rumeurs par rapport à Bradley Beal. Beal va être un agent libre, peut devenir agent libre cet été s'il le veut. Il peut signer une extension de contrat aussi, mais a priori, il va faire plus d'argent si il se déclare agent libre et qu'il re-signe avec les Wizards. Mais Beal, je pense que les chances qu'il re-signe à Washington maintenant sont très bonnes, particulièrement grâce à cet échange-là. Donc, on a un Washington qui est un invité surprise. Puis je regardais les stats avancées de cette équipe-là. Quand on est la 5e meilleure défense de la Ligue, ce qui est une grosse surprise. Donc, franchement, chapeau aussi à Wes Unseld Jr., l'entraîneur, qui est le choix de Tommy Shepard. Donc, encore une fois, c'est pas trompé à ce niveau-là. Et je pense que les Wizards sont partis pour gagner, je dirais, je vais prédire aujourd'hui 48 à 50 matchs, ce qui est largement au-dessus de ce qu'on leur prédisait en début de saison. Donc, franchement, chapeau à Tommy Shepard qui vient de recevoir la semaine dernière une extension de contrat et je pense que les Wizards peuvent être très reconnaissants de l'avoir. Moi, de mon côté, ma deuxième équipe, le Thunder d'Oklahoma City, et je vais y aller avec un choix personnel, je vais aller avec Luguentz-Dort et même, je dirais, avec le contrat de Luguentz-Dort, 3e année de contrat, un contrat d'une durée totale de 4 ans et d'une valeur de 5,4 millions, pas par année, là. Au total, Pas Luguentz-Dort, encore une grand-chose. fois, non, écoute, c'est l'un des meilleurs contrats de la NBA. On a vu Luguentz-Dort pour la première fois de sa carrière réussir 5 matchs de suite avec au moins 20 points. Il laisse une séquence de 14 matchs avec au moins 10 points. Donc, pour un joueur qui joue de la bonne défense à 1 contre 1, son problème, et ça, c'est depuis qu'il joue dans les rangs universitaires, on se demandait est-ce que Luguentz est capable de tirer de façon régulière? Est-il capable de tirer à 3 points de façon régulière? Présentement, à 31 43 du plancher. Mais chose certaine, avec Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz-Dort est peut-être l'option B, option numéro 2 du côté du Thunder, un des favoris des partisans du Thunder. Mais pour un joueur, et je l'ai toujours dit, pour un joueur qui joue de la défense comme lui, il y aura toujours de la place pour un Luguentz-Dort dans la NBA. Reste à savoir pendant combien d'années il va réussir à être aussi intense à 1 contre 1. Moi, j'ai hâte. Ben, j'ai hâte. J'ai pas nécessairement hâte, mais si Luguentz-Dort peut se rendre là, à 30, 31, 32, 33 ans, j'ai hâte de voir l'évolution de son jeu aussi lorsque l'âge va finir par le rattraper, entre guillemets. Chose certaine, connaît la meilleure saison de sa carrière. Et c'est bien de voir un gars comme Luguentz-Dort performer à un haut niveau, un Québécois qui fait partie d'une formation partante aussi. Et tu sais, Max, quand on parlait de joueurs qui donnent l'exemple, eh bien là, non seulement il y a des joueurs québécois ici qui ont peut-être 10, 11, 12 ans, qui peuvent rêver à la NCAA. On en a parlé, si un gars comme Bénédicte Mathurin peut être repêché parmi les 15 premiers, écoute, un Québécois comme lottery pick, c'est fantastique, mais de penser que Luguentz, de l'exemple que donne Luguentz présentement pour les joueurs au Québec, c'est formidable. Et je pense que les Québécois peuvent être thankful, entre guillemets, pour Luguentz-Dort, être reconnaissants pour Luguentz-Dort, mais si on reste à la NBA, certainement que le Thunder d'Oklahoma City peut être reconnaissant envers Luguentz et reconnaissant également envers tous les choix, que ce soit de première ronde ou de deuxième ronde, qui attendent cette formation-là. Et avec ce qui se passe du côté des Rockets, je crois que le Thunder va avoir d'excellents choix au repêchage dans les prochaines années, assurément. Le temps file présentement et je sais que ma femme et que ta femme, Max, sont en train de faire le tour du quartier depuis environ une demi-heure. On a parlé des Warriors de Golden State, Charles. On a parlé de Steph Curry présentement. Et oui, c'est un des meilleurs. En fait, c'est le meilleur tireur à 3 points de tous les temps de la NBA. C'est une chose de réussir des tirs de 3 points. Évidemment, il a beaucoup de talent, mais qu'est-ce qui fait en sorte, au niveau stratégique, au niveau schéma tactique, à quel point Steph Curry est intelligent? Qu'est-ce qui fait en sorte, outre le fait qu'il réussit énormément de tirs de 3 points, qu'est-ce qui le rend si bon que ça au niveau tactique, Charles? J'ai envie de t'entendre vraiment sur cet aspect spécifique de son jeu.
Mais pour moi, la spécificité numéro 1 de Steph Curry par rapport aux autres stars, c'est sa capacité à jouer sans le ballon, autant qu'avec le ballon. Parce que pour un joueur de sa taille, on sait que quand tu es très grand, tu as une domination qui va venir en partie de ce que tu fais au rebond, protéger le panier. Tu sais, je pense à un gars comme Giannis, qui n'est pas nécessairement un joueur intérieur, mais on sait qu'il va se servir quand même en partie de ses rebonds offensifs, de sa présence près du cercle pour être dominant. Quand tu es un petit, en général, la façon de dominer, si on met le ballon dans tes mains, c'est toi qui crée sur le pick and roll, sur les actions à 2, actions à 3, tout ça. Puis on voit beaucoup les Damian Lillard de ce monde, les meneurs de jeu faire ça, peu importe qui ils sont, Kyle Lowry, Fred VanVleet à Toronto, mais là je parle de joueurs un peu plus bas, mais des joueurs même stars sont habitués d'opérer avec le ballon en main. Russell Westbrook l'a fait pendant des années. Curry, lui, le particulier, c'est que tu te dis, un joueur qui est aussi bon passeur, aussi petit que lui, aussi habile avec son dribble, aussi menaçant que son tir, ça devrait être un joueur de pick and roll. Et il est excellent en pick and roll, mais il ne se contente pas de faire ça. Et c'est pas comme ça qu'il est principalement utilisé à Golden State, parce qu'on est capable d'utiliser tellement de situations, surtout avec le luxe qu'il y a, c'est d'avoir un joueur comme Draymond Green avec lui, qui est un passeur exceptionnel. Donc, entre guillemets, c'est comme si on disait à Curry, en termes de football américain, tu aurais tout ce qu'il faut pour être un bon corps arrière, mais on est aussi capable de t'utiliser en mettant Draymond Green comme corps arrière. Et là, comme tu es aussi bon comme receveur de passe, mettons que tu l'es comme corps arrière, la moitié du temps, voire les 3/4 du temps, on va t'utiliser comme receveur de passe parce que lui, il est excellent corps arrière. Donc, d'un jeu à l'autre, tu ne sais pas si Curry va être le receveur de passe ou le corps arrière. Et plusieurs attaques de l'NBA, on dit sont un peu héliocentriques. Là, ça tourne autour de la même personne. Doncic est un joueur très héliocentrique. LeBron James, évidemment, James Harden, tous ces gars-là. Alors que Curry, tu le regardes jouer, tu dis, en fait, il n'a pas besoin d'avoir la balle dans les mains, mais il attire tellement d'attention sur lui. Puis là, quand le ballon revient de son côté, là, il est en mouvement. Puis comme il le sait en plus qu'il est bon avec son mouvement, il n'hésite pas à passer le ballon et à rester en mouvement juste après. Donc, des fois, tu le vois attaquer. Il ne peut pas nécessairement finir. Il continue son drive, lâche la balle à 3 points. Et au moment où la défense, elle se relâche un petit peu en se disant « Oh, Curry attaque. OK, c'est bon, il a fait une passe. Boum! Il est reparti, il est en mouvement direct. Et là, le moment que tu lui as donné 2 pieds et demi d'espace, c'est fini. La balle va rentrer, c'est sûr. Donc, il arrive à combiner avec son intelligence du jeu puis sa facilité à dire « Regarde, Draymond prend la balle dans tes mains, il n'y a pas de problème. Puis quand Klay Thompson est là, c'est décuplé. C'est comme ça qu'on a eu la dynastie des Warriors. Mais non, franchement, il est capable de dire j'ai pas besoin du ballon dans mes mains. Je vais jouer au receveur de passe. Alors, je reprends mon analogie de football. Je vais jouer au receveur de passe pour la coupe de possession. Ah, là maintenant, il reste 8 secondes au shot clock. Redonnez-moi la balle, je vais redevenir le corps arrière pour vous finir ça. Puis ça, c'est assez unique dans la ligue. Donc, Steph Curry, les Warriors de Golden State, fiche de 15 victoires contre 2 revers, accueilleront les 76ers de Philadelphie ce soir du côté de San Francisco. Et par ce soir, je veux dire mercredi, le 24 novembre. Charles Dubébret, merci beaucoup encore une fois pour ton temps ce matin. Toujours très intéressant. Et on veut te féliciter encore une fois pour ton renouvellement de contrat du côté des Blackjacks d'Ottawa. Bien de te voir diriger pour une deuxième saison cette formation-là. Merci beaucoup à vous autres, les gars. Toujours un plaisir. Salut, on se retrouve bientôt. Max, en terminant, avant que ta femme revienne de son tour de voiture avec tes 2 enfants, c'est l'heure des héros et des zéros de Boudreau. Écoute, très simple cette semaine, on en a parlé. Là, j'ai ciblé 2 équipes. C'est juste à regarder la page du classement, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe dans la NBA, puis tu sais exactement qui sont les héros, qui sont les zéros. Je vais essayer de te faire deviner qui sont mes héros. L'équipe dans l'Ouest. Okay. Non, go, parce que je ne sais pas. Non, mais c'est les Suns de Phoenix. Je vais dire les Suns de Phoenix, OK. Bon. Hey! Bravo, Alex. Félicitations. Écoute, tu gagnes un 5 minutes additionnelles sans ton garçon qui est malade. Donc, écoute, c'est soit les Warriors, soit les Suns, essentiellement. À moins que tu veuilles me parler des Timberwolves qui ont gagné leurs 4 derniers matchs, mais qui sont 10e, malgré tout. Non, je vais parler de l'équipe qui vient d'en gagner 13 de suite, qui malheureusement est 2e. Comme Charles en a parlé, là, la dernière nouvelle que je disais, je disais, mon Dieu, tout le beau conte de fées qui est arrivé avec Phoenix l'année passée sera en finale. C'est un marché qui a eu de la misère. On amène Chris Paul. Et là, bang, la grosse nouvelle sur Server, sur l'état-major de Phoenix, comme quoi que c'était chaotique et tout ça. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, on parle de distraction, mais les joueurs ne le sont pas, ou en tout cas, ça paraît pas parce que
Ils viennent d'en gagner 13 de suite, ils sont 14 victoires, 3 défaites. Donc, un choix facile pour mes héros de la semaine. Et ben, on va rester dans l'Ouest parce que les héros, c'est toujours une équipe. J'aime pas vraiment pinpointer un joueur. Ce choix-là va être excessivement facile aussi, donc je te laisse prendre le choix, selon Les toi. Rockets. Et écoute, C'est sûr que c'est ça. tu peux pas perdre 15 matchs de suite puis pas être dans les héros de la semaine. Ah, mais Écoute, écoute, pas être les héros ils ont du une mois. victoire cette saison contre le Thunder. Exactement, mais c'était dans le temps que le Thunder avait seulement une victoire, mais le Thunder, par la suite, avec le brio de Lugans, entre autres, ont commencé à gagner, à accumuler des victoires. Donc, maintenant, ils sont à 6 victoires, 11 défaites. Mais du côté de Houston, là, on en parlait, là, John Wall, y a-t-il une façon qu'on peut échanger le lourd contrat-là? On est en reconstruction, Facile. là, complètement. Mais tu sais, on a eu des choix difficiles. On a peut-être pesé sur l'accélérateur une couple d'années avec Harden, avec Westbrook. Mais en ce moment, là, une victoire, 16 défaites, 100 points par match, 114 points contre, moins 14 déjà là. Euh, euh, on peut pas faire grand-chose autre que dire ben, passons à l'année suivante et espérons avoir le premier choix au repêchage l'année pour cet été. Mais malheureusement, là, ça va pas bien. On a un problème à Houston, ça va pas bien. Ah, Houston, we have a problem. J'adore ça, Max. Quelle belle façon. Trop facile. Trop Ah, trop facile. facile, mais écoute, Jeu de mots trop quelle belle facile. façon de terminer cette édition du 24 novembre du balado du Centre-Ville. Le temps de vous rappeler qu'on aura plusieurs matchs également au cours des prochaines semaines sur nos ondes. Donc, tant au niveau de RDS ou que de RDS2. Je pense d'ailleurs qu'on va faire un match au mois de décembre ensemble, mon cher Max. J'ai déjà Oui, oublié la semaine c'est quoi le prochaine, match. je crois. Ouais, donc Attends, beaucoup de je vais te le basketball. dire, c'est lequel. Dans 2 semaines, les Bucks Ah, s'en vont à South Beach contre Kyle Lowry et le nouveau Heat de Miami qui ont ouais, bien joué hier. Un certain Tyler Hero là, qui pourrait être le 6e homme, de candidat pour l'année. le 6e meilleur homme, là, 6e meilleur joueur cette année. Là. 2 bonnes formations. Ce match-là va être le 8, mais je crois qu'on fait d'autres matchs, là, comme tu le mentionnais, là, avant le 8 décembre. Ouais, surveillez donc votre guide horaire. Le temps de vous mentionner que Kyle Lowry également, puisque tu parles du Heat, Kyle Lowry, cette semaine, a mentionné qu'il va éventuellement signer un contrat d'une journée avec les Raptors de Toronto pour prendre sa retraite en tant que membre des Raptors de Ouais. Toronto. Max Boudreau, toujours un grand plaisir. On se retrouve le 8 décembre prochain, donc mercredi le 8 décembre, à savoir si Maker Guerrier sera là ou non. On attend toujours des nouvelles de Maker. Maker, si tu es Ah, à c'est vrai, l'écoute, la demande a été faite. Pas de ouais, nouvelles de officiellement, Meeker. Je sais qu'il était. Je l'ai vu, le petit coquin, il était parti à New York, il est allé voir un match de Brooklyn, je pense, une journée, puis le lendemain, il est allé voir les Knicks. Il nous a pas ouais. invités, fait que Non, je j'espère sais, qu'il va c'est. pouvoir s'excuser au prochain balado, Ouais. Alex. J'espère. Puis aller voir également les Jets de New York, premier match de Laurent Duvernay-Tardif. Le chanceux, très, très chanceux de s'être rendu à New York. Et très chanceux, Max Boudreau, de t'avoir en ma compagnie chaque 2 semaines. Donc, on vous rappelle, on se retrouve le 8 décembre prochain pour notre édition du balado du Centre-Ville. Salut tout le monde!